L'investisseur intelligent est un réaliste qui vend aux optimistes et achète aux pessimistes. C'est les paroles du maître de l'investissement, Benjamin Graham, qui a aidé Warren Buffett et plein d'autres à bâtir leur fortune. Il a écrit le meilleur livre sur les sujets de l'investissement. Warren Buffett dit que L'investisseur intelligent est le livre qui a le plus influencé sa carrière. Depuis la publication de la première édition en 1949, L'investisseur intelligent est l'un des guides les plus appréciés en matière d'investissement. La raison en est sa philosophie intemporelle d'investissement dans les actions boursières. L'auteur a pour but d'aider les investisseurs à identifier les obstacles potentiels et à développer des stratégies de réussite à long terme qui leur permettront de réaliser de réels profits. Dans ce livre, tous les investisseurs sont pris en compte, que vous vouliez investir sur le long terme ou spéculer. Et des stratégies de sélection de titres appropriés sont présentées pour les deux groupes sur la base du principe d'une structure de portefeuille intelligente. Dans cette vidéo, on vous propose les leçons pour devenir un investisseur intelligent selon Benjamin Graham. Leçon numéro 1. Investissement versus spéculation. Graham nous explique les différences fondamentales entre deux types de comportements en bourse, celui de l'investisseur et celui du spéculateur. Un investissement se définit comme une opération qui, après une analyse rigoureuse, promet la sécurité du capital investi et un retour adéquat sur ce capital. Une opération ne satisfaisant pas à ces critères s'apparente à de la spéculation. Dans le jargon de Wall Street, on a tendance à appeler investisseur tout intervenant sur le marché, mais Graham fait bien la distinction entre les deux types de comportements. Il n'interdit pas la spéculation et admet que celle-ci peut être tout à fait intelligente, mais déconseille fortement de faire à la fois de l'investissement et de la spéculation sur un même compte. Leçon numéro 2. L'investisseur et l'inflation. À la suite de la période de forte inflation qui a débuté en 1965, nombreux professionnels de la finance de l'époque ont affirmé que les obligations sont des investissements moins bons que les actions de par leur nature même. Graham prend une position différente sur le sujet. Il est absurde d'affirmer que les actions, même de la meilleure qualité, sont forcément un meilleur placement que les obligations dans toutes les conditions de marché. L'affirmation contraire serait tout aussi absurde. Si les actions ont bel et bien surperformé les obligations pendant de très longues périodes dans le passé, rien ne garantit que le marché action ne soit pas surévalué et ne va pas de ce fait générer un retour sur investissement plus faible que le marché obligataire. Toutes les éventualités sont envisageables. En regardant les chiffres historiques, le préjugé qui stipule qu'une inflation modérée a une influence positive sur les bénéfices des entreprises est tout aussi faux. Il discute aussi la pratique commune consistant à acheter de l'or pour contrer l'inflation. Il explique que c'était une très bonne chose que ce soit interdit aux USA de 1935 à 1972, car l'or a progressé de seulement 35% durant toutes ces années. De plus, le détenteur physique d'or n'a même pas reçu de revenus sur le capital investi pendant tout ce temps-là. Ainsi, placer son argent sur n'importe quel livret aurait généré un meilleur rendement. Leçon numéro 3. Politique de construction de portefeuille pour un investisseur défensif. Graham ne cherche pas à définir un objectif de rendement pour un portefeuille. Il pense que le rendement dépendra de l'effort intelligent que l'investisseur va déployer dans la construction de son portefeuille. Ainsi, un retour plus modeste ira à l'investisseur passif, recherchant à la fois la sécurité et la sérénité, alors qu'un retour plus conséquent ira à l'investisseur plus entreprenant, qui jouera à fond les cartes de l'intelligence et du talent. Un investisseur défensif doit diviser son portefeuille entre des obligations et des actions de grande qualité. Fondamentalement, Graham préconise une allocation de type 50% de chaque par défaut. Lorsque le niveau des marchés actions paraît élevé comme il l'est dans les années 70, à cause du taux PE et du faible dividende, il peut basculer sur une allocation de type 75% obligations et 25% actions. C'est plus facile à dire qu'à faire car l'euphorie générale règne sur le marché actions à ce moment-là. De même, après une chute du marché actions, si les dividendes sont significativement plus importants que les rendements obligataires, il pourra augmenter la proportion d'actions. La balance actions-obligations dépendra dans la pratique du tempérament de l'investisseur et la politique exposée n'est qu'un guide. Leçon numéro 4. L'investisseur défensif et les actions.
Les actions ont leur place dans tout portefeuille parce qu'il existe de très longues périodes où elles surperforment les obligations, et ces périodes sont majoritaires. De ce fait, les actions ont historiquement constitué une meilleure parade contre l'inflation que les obligations. Elles ont aussi un autre avantage inhérent à leur nature. Les profits des actionnaires sont en partie réinvestis dans l'entreprise et se démultiplient avec le temps, tandis que les obligations ont un rendement fixe connu à l'avance, quoi qu'il arrive au profit de l'entreprise. Pour l'investisseur défensif, choisir ses actions est assez simple. Il suffit de suivre 4 règles. Règle numéro 1. Il doit y avoir une diversification adéquate dans le portefeuille, mais celle-ci ne doit pas être excessive. 10 à 30 actions suffisent largement. Règle numéro 2. Chacune des entreprises présentes dans le portefeuille doit être de taille importante, reconnue et financée de manière conservative. En d'autres termes, elle ne doit pas être surendettée. Règle numéro 3. Chacune des entreprises doit avoir un long historique de paiement de dividendes. Graham suggère de prendre une période de 20 ans par exemple. Règle numéro 4. L'investisseur ne doit pas payer plus de 25 fois les bénéfices moyens de l'entreprise sur les 7 années précédentes, et pas plus de 20 fois les bénéfices de la dernière année, soit un PE de 20 maximum. Cette contrainte supprime toutes les actions d'entreprise en croissance qui s'échangent à des multiples élevés de leurs bénéfices. La dernière contrainte permet de se prémunir contre de possibles déceptions sur la croissance des bénéfices des entreprises concernées. Graham donne l'exemple d'IBM, qui a longtemps été perçue comme la meilleure des compagnies à son époque, et pourtant, le prix de l'action IBM a été divisé par 5 dès lors que le bénéfice a déçu. Graham recommande par ailleurs de pratiquer la méthode d'investissement mensuel en moyennant par le bas. Plus le cours baisse, plus on achète d'actions, et plus le cours monte, et moins on achète d'actions. Cette méthode est même recommandable pour les petits montants. Au bout de 20 années, elle peut faire des merveilles. Il souligne également que les actions choisies par l'investisseur défensif ne sont pas risquées, et qu'il ne faut pas confondre le risque, qui est celui de la perte irréversible du capital investi, avec la volatilité induite par la fluctuation périodique des cours de bourse. Leçon numéro 5. Politique de construction de portefeuille pour un investisseur entreprenant, l'approche négative. L'investisseur entreprenant doit démarrer sur les mêmes bases qu'un investisseur défensif, en choisissant comment il va allouer son capital entre les obligations de qualité et les actions d'entreprise de qualité qu'il peut acheter à un prix raisonnable. La différence est qu'il se tiendra prêt à investir dans d'autres types d'instruments, mais chaque déviation de la ligne de conduite de base devra être justifiée par un bon raisonnement logique. L'univers des possibles pour ce type d'investisseur est vraiment vaste. Ses choix dépendront principalement de ses compétences et de son tempérament. Toutefois, il existe des recommandations générales concernant ce qu'il ne faut pas faire. Il évitera en général les obligations et les convertibles de qualité inférieure, sauf si ces instruments peuvent être achetés à un prix au maximum égal à 70% de la parité pour ceux à coupon élevé, et à un prix beaucoup plus bas pour ceux à coupon faible. Il n'achètera pas d'obligations étrangères, quelle que soit l'attractivité des coupons. Il évitera également les instruments nouvellement émis, introduction en bourse, convertibles, nouvelles obligations, etc., ainsi que les actions dont les bénéfices sont excellents uniquement dans un passé récent. Pour les investissements en obligations, l'investisseur entreprenant sera bien avisé de se comporter comme son confrère défensif. Le risque de défaut pour les obligations de qualité faible ne vaut pas la peine d'être pris. Une chute de la valeur faciale de l'obligation pourrait être fatale à l'investisseur, qui pourrait ne jamais revoir son argent. Graham met en garde contre le fait que les approches qui préconisent l'achat d'un panier d'obligations de faible qualité, connu sous le nom de « junk bond », sous prétexte que l'ensemble rapporte au final un meilleur rendement que les obligations de bonne qualité, oublient de préciser qu'un investisseur ne pourra jamais acheter tous les « junk bonds » du marché. Graham ne cherche donc même pas à vérifier si la conclusion est exacte ou non. Il faut également se méfier des introductions en bourse car de nombreuses entreprises qui ne valent rien ont une fâcheuse tendance à s'introduire sur le marché à des prix très élevés, surtout pendant les marchés haussiers où l'euphorie règne. Leçon numéro 6. Politique de construction de portefeuille pour un investisseur entreprenant, l'approche positive. Pour la partie obligation,
L'investisseur entreprenant se voit conseiller de choisir certaines obligations d'État US qui ont un coupon entre 5 et 7,25%, selon les types. En ce qui concerne les actions, l'investisseur entreprenant essaie, premièrement, d'acheter lorsque le marché est bas et de vendre lorsqu'il est haut. Deuxièmement, d'acheter des actions de croissance choisies avec attention. Troisièmement, d'acheter des instruments pas chers. Quatrièmement, d'investir dans les situations spéciales. Il y a quelques problèmes à surmonter, car il n'est pas simple de déterminer si le marché est bas ou haut. Il est encore moins aisé de choisir les actions de croissance, parce qu'elles se vendent souvent très cher. Le prix élevé à payer contient par conséquent une composante spéculative. Pour obtenir des résultats meilleurs que la moyenne, l'investisseur entreprenant devra fournir des raisonnements logiques de qualité et qui devront nécessairement différer de la politique suivie par la plupart des autres investisseurs et spéculateurs. S'il fait comme tout le monde, il obtiendra très logiquement les mêmes résultats. Graham recommande 3 approches qui fonctionnent d'après son expérience. Acheter des actions de grandes compagnies impopulaires. Le marché tend à surévaluer les compagnies qui ont une forte croissance ou qui sont à la mode, alors qu'il tend à sous-évaluer, au moins de manière relative, les compagnies impopulaires qui rencontrent des obstacles temporaires. L'approche peut en principe être pratiquée sur des entreprises de petite taille, mais le risque que ces sociétés demeurent négligées par le marché est nettement plus élevé. Et cela peut arriver même si elles affichent de meilleurs bénéfices. Le marché pourra réagir dans un délai beaucoup plus raisonnable pour ces grandes entreprises, et c'est un avantage très conséquent. Acheter des instruments à prix cassé. Il s'agit d'acheter des instruments, actions ou obligations, dont la valeur est supérieure d'au moins de 50% à leur prix. Cela arrive souvent lorsque les bénéfices sont temporairement décevants. Mais attention à bien s'assurer que la nature de la déception est vraiment temporaire. Si elle est permanente, le résultat sera fâcheux. Une manière d'identifier les actions à prix cassé est de prendre celles d'entreprises dont la valeur des actifs courants retranchés de toutes les dettes est supérieure à leur capitalisation boursière. Un portefeuille diversifié de telles actions se comporte très bien en termes de performance d'après l'expérience de Graham. Participer dans des situations spéciales. Ce type d'investissement est compliqué et Graham ne souhaite pas s'étendre dessus dans l'investisseur intelligent. Il mentionne brièvement les arbitrages, mais la concurrence est devenue féroce dans ce domaine avec le temps. Ce n'est pas un terrain pour tous, il requiert des connaissances particulières. Est-ce que ça marche? J'applique cette approche à titre personnel depuis bientôt 9 ans avec un rendement pour le moment supérieur à 40% par an et depuis peu à titre professionnel. L'avenir nous dira si cette méthodologie d'investissement entreprenant continue de marcher pour nous. Leçon numéro 7. L'investisseur et les fluctuations du marché. Lorsque l'investisseur investit dans des obligations de bonne qualité qui arrivent à maturité dans une période relativement courte, disons moins de 7 ans, il ne sera pas fortement impacté par les fluctuations du marché. Ces obligations à échéance plus longue auront plus de probabilité de fluctuer, et il est certain que le prix des actions va fluctuer dans le temps. L'investisseur doit en être pleinement conscient et s'y préparer à la fois psychologiquement et financièrement. Comme les actions, même de la meilleure qualité, vont fluctuer fortement en termes de prix, l'investisseur doit en profiter. Il y a 2 méthodes connues, le timing et le pricing. Le timing consiste à acheter lorsque l'on anticipe une remontée des cours et de vendre, ou de s'empêcher d'acheter lorsque l'on anticipe une baisse. Le pricing consiste à acheter l'action d'une entreprise en dessous de sa valeur intrinsèque et à la vendre lorsqu'elle la dépasse. Faire du timing amènera naturellement l'investisseur au statut de spéculateur. C'est pourquoi il nous est recommandé de faire du pricing. Il est possible que certains spéculateurs puissent atteindre de bons résultats, mais ce n'est sûrement pas le cas d'une personne lambda. Avec le pricing, l'investisseur moyen a le plus de chances d'atteindre des résultats très satisfaisants en achetant simplement à bas prix et en vendant à un prix plus haut, sans aucune considération sur les mouvements du marché. Il existait pendant de longues périodes un courant de pensée qui disait qu'il fallait acheter dans des marchés baissiers et vendre dans des marchés haussiers, en prenant en compte la valorisation du marché via son PE. Graham nous explique que l'idée en soi n'est pas mauvaise, mais que l'on ne sait jamais vraiment comment se comportera le marché dans le futur. En effet, le marché haussier allant de 1949 à 1969 a mis cette théorie à rude épreuve, car il n'y a pas eu de correction sérieuse du marché pendant cette période. N'acheter aucune action pendant ce temps-là aurait été préjudiciable à la performance du portefeuille de n'importe quel investisseur.
Un investisseur sérieux ne peut pas se laisser le droit de penser que des fluctuations du marché à court terme, disons quelques mois, l'ont rendu plus riche ou plus pauvre. Toutefois, la foule, dont nous faisons partie, a tendance à être partagée entre les émotions suivantes si le cours d'une action a avancé. Je suis plus riche que je ne l'étais. Parfait. Ou le prix est maintenant trop haut. Je dois vendre. Ou bien, je m'en veux de ne pas en avoir acheté davantage lorsque ce n'était pas cher. Ou encore, je dois en acheter plus parce que tout est monté et nous sommes dans un marché haussier. Pour combattre ces émotions, Graham recommande d'apprendre comment investir en bourse de manière mécanique sur des actions qui s'échangent en dessous ou à un prix proche de la valeur des actifs tangibles de l'entreprise concernée. On peut également prendre en compte d'autres critères, tels qu'un PE raisonnable. Voici une citation de Benjamin Graham. À court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. Graham nous expose dans cette leçon un exemple extrêmement formateur, celui de l'entreprise AP. AP a été introduite en bourse en 1929 et le cours de l'action a atteint 494 $. En 1933, son cours a chuté à 104 $. En 1938, le cours a chuté à 36 $ pendant le marché baissier. Ce prix-là était vraiment extraordinaire parce que la compagnie se vendait à 126 millions alors que la valeur de ses actifs courants était de 134 millions, dont 85 millions de cash. AP était pourtant la plus grosse chaîne de magasins des USA à l'époque. Malgré cela, Wall Street considérait que ce business valait plus mort que vivant. Pourquoi cela? Il y avait des craintes sur des taxes spéciales à venir sur ce type d'entreprise, et les bénéfices ont baissé cette année-là. En plus, on était dans un marché baissier. La première raison était une crainte exagérée, qui n'avait pas de fondement valable, les deux autres obstacles étaient temporaires. Supposons qu'un investisseur ait acheté AP en 1937, à 80 $, pour 12 fois ses profits moyens par action sur 5 ans. Il est difficile d'affirmer que la chute à 36 était sans importance pour lui. Toutefois, la bonne attitude dans son cas aurait été de vérifier minutieusement s'il ne s'est pas trompé dans ses calculs, et, arrivé à cette conclusion, il aurait alors pu ignorer sans problème les fluctuations du marché. De plus, s'il avait les fonds et le courage de ses convictions, il aurait même pu renforcer sa position à moindre coût. En 1939, l'action a avancé à 117,05 $. Cette évolution du cours n'a rien d'extraordinaire, elle est même très commune. Toutefois, dans le cas d'une entreprise de premier plan comme AP, le phénomène était vraiment frappant. En 1961, l'action AP a atteint 705 $, soit 30 fois les bénéfices de l'entreprise en 1961. On avait donc des attentes très élevées en termes de croissance pour cette entreprise déjà bien établie. Si l'on regardait l'évolution passée des bénéfices, rien ne pouvait justifier ces attentes-là. En 1970, le cours est passé à 215, puis à 180 en 1972, année de la première perte de l'histoire d'AP. AP était certes plus grosse à cette époque qu'en 1938, mais elle n'était ni aussi faiblement valorisée, ni aussi bien gérée. Il y a deux leçons à retenir. Le marché a souvent tort, et l'investisseur intelligent peut en profiter. Jamais un investisseur n'est forcé de vendre ses actions pour réaliser ses pertes. Il doit apprendre à ne pas considérer sérieusement les fluctuations du marché pour réussir. Leçon numéro 8. Investir dans les fonds d'investissement. Graham étudie la performance des fonds d'investissement et constate que la majorité des fonds ne font pas aussi bien que le marché en général. Les gérants ne sont pas à blâmer car ils ont tellement de fonds à gérer que leurs portefeuilles sont difficiles à différencier par rapport à un indice élargi tel que le SP500. Il compare également les fonds ouverts et les fonds fermés à son époque et déduit qu'il est en général plus intéressant d'acheter des fonds fermés à un prix inférieur de 10 à 15% à la valeur de leurs actifs nets. Les autres fonds de son époque qu'il évoque ne valent pas tellement la peine. Leçon numéro 9. L'investisseur et ses conseillers. Contrairement aux idées préconçues, un conseiller ne peut en aucun cas garantir à son client qu'il aura un meilleur retour sur investissement que le marché en général grâce à ses services. Un conseiller ne peut s'appuyer sur son expérience que pour éviter à l'investisseur de commettre des fautes irréparables, qu'il s'agisse d'un ami, d'un amateur ou d'un professionnel. Les grandes maisons de conseil en investissement font en général du très bon boulot dans ce sens et ne promettent pas grand-chose en termes de retour sur investissement. Les courtiers ont un conflit d'intérêts lorsqu'ils émettent des recommandations, car ils ont intérêt à pousser leurs clients à spéculer. Il est donc primordial de s'assurer que l'analyste de la maison de courtage avec lequel nous travaillons est orienté vers l'investissement dans la valeur avant de suivre ses conseils. Il faut également faire attention aux conseils donnés par les banques d'investissement, qui ont intérêt à vous vendre leurs services. L'investisseur devra donc apporter son propre jugement en plus de leurs recommandations. Quel que soit le conseiller choisi,
L'investisseur devra s'assurer de son intégrité et de sa compétence avant de travailler avec lui. Ce travail a un prix et il ne faut pas s'attendre à grand-chose lorsque les conseils sont gratuits. Leçon numéro 10. Le concept d'analyse pour l'investisseur profane. L'analyste s'intéresse au passé, au présent et au futur de l'entreprise sous-jacente à une action ou une obligation. Il décrit son activité, ses résultats opérationnels, sa solidité financière, ses points forts et points faibles, ses possibilités et ses risques. Enfin, il donne une recommandation sur la pertinence d'une prise de position. Par le passé, les analystes ont assez peu appliqué les standards de sécurité aux actions comme ils l'ont fait pour les obligations. Les techniques d'analyse mathématique appliquées sur les actions se concentrent, de manière très paradoxale, presque exclusivement sur le futur, alors que c'est précisément là que l'on n'a aucune certitude. À quoi bon faire des raisonnements mathématiques rigoureux qui ont toutes les chances d'être faux à cause de mauvaises hypothèses? Comment analyser une obligation d'entreprise? C'est très simple. Il suffit de regarder si le coût annuel des intérêts est suffisamment couvert par le bénéfice de l'entreprise moyenné sur un certain nombre d'années, par exemple 7 ans. Une autre technique valable est de se restreindre au bénéfice le plus bas sur la période, pour ajouter un peu de pessimisme dans l'approche, et donc augmenter la sécurité de l'investissement. Sur ce dernier critère, il suffit de prendre un ratio bénéfice net, coût des intérêts de 2,1 fois pour un fournisseur d'énergie, 2,65 fois pour les compagnies ferroviaires, 3,2 fois pour les industriels, et 2,65 fois pour la grande distribution. On peut en plus regarder la taille de l'entreprise et la valeur de ses biens. Rien ne garantit le futur, mais une longue expérience démontre que ces standards permettent de faire face à toutes sortes d'incertitudes et de revoir son investissement. Comment s'y prendre pour une action? Graham démontre, en s'appuyant sur l'exemple de la célèbre revue Valuline, que les analystes qui projettent le futur ont tort la plupart du temps. Cette méthode ne tient donc pas la route pour un investisseur profane. Il est donc recommandé de se fonder sur le passé et de ne regarder les perspectives futures à long terme que de manière très générale. On peut ensuite regarder quel est le management et ce qu'il a accompli, la santé financière, ainsi que la longévité et le rendement actuel des dividendes. Pour les entreprises en croissance, Graham donne une formule pour estimer leur valeur de manière conservative. Valeur égale bénéfice normalisé actuel X, 8,5 plus 2x taux de croissance annuel attendu. Il faut être extrêmement conservateur dans l'estimation du taux de croissance annuel attendu sur 7 à 10 ans. L'utilisation de cette formule permet également de déterminer quelle est la croissance attendue par le marché pour une entreprise donnée, en remplaçant la valeur par le prix du marché. Cela permet de déterminer si les attentes sont trop élevées. Par exemple, en 1963, le marché attendait une croissance annuelle des bénéfices de 32,4% pour Xerox, alors qu'il n'attendait que 2% par an pour General Motors. Cela n'a pas empêché que Xerox ait pu répondre aux attentes jusqu'en 1969 tout de même. Leçon numéro 11. Considération à propos des bénéfices par action. Les bénéfices par action qui sont annoncés par les entreprises peuvent ne pas correspondre à la réalité. Une société peut parfaitement annoncer des bénéfices qui ne prennent pas en compte des charges dites spéciales. Par exemple, Alcoa a dit avoir fait un bénéfice de 5,02 $ par action en 1970, en retrait par rapport à 5,58 $ par action en 1969. Pendant le dernier trimestre de 1970, ils affichent 1,58 $ contre 1,56 $ en 1969. On pourrait se dire que ce n'est pas mal, considérant que 1970 était une année de récession pour le secteur. Mais si l'on va voir le pied de page du rapport annuel, on se rend compte que le bénéfice par action totalement dilué après charges spéciales est de 4,19 $ par action pour l'année et 7 cents par action pour le dernier trimestre. Pour avoir une idée des vrais bénéfices, il faut en premier lieu prendre les bénéfices totalement dilués, c'est-à-dire rapportés au nombre d'actions qui seraient en circulation si toutes les options et tous les warrants en circulation étaient exercés. Ce problème n'est pas significatif chez Alcoa. Ensuite, il faut aller voir ce que sont ces fameuses charges spéciales. Toujours dans les pieds de page du rapport annuel, on voit que ces coûts sont associés à la future fermeture de sites de production et de la branche crédit, ainsi que du coût nécessaire pour mener un contrat à son terme.
Peut-on vraiment affirmer que ces coûts sont exceptionnels? Il semble plutôt normal qu'une entreprise aussi grosse qu'Alcoa se réorganise régulièrement et mène des contrats à leur terme. Cela ne correspond-il pas à une sortie de cash réelle et potentiellement récurrente? Les résultats annoncés doivent-ils seulement comprendre à chaque fois les opérations profitables et exclure les non profitables? Leçon numéro 12. Une comparaison de 4 sociétés cotées. Graham compare 4 sociétés cotées. 2 d'entre elles, Eltra et Emhart, ont respectivement un PE de 10 et 11,9 et un PB, ratio cours, valeur comptable, en anglais price to book value, de 1 et 1,22. Elles paient respectivement 4,45% et 3,65% de dividendes. D'autre part, on a Emerson et Emery qui ont respectivement un PE de 30 et 38,5 et un PB de 6,37 et 14,3. Elles paient respectivement un dividende de 1,78% et 1,76%. Toutes les compagnies ont une bonne santé financière, peu endettées, et des bénéfices en croissance sur de longues périodes de temps. Emery est la seule à croître très vite, alors qu'Emerson a une croissance lente. Les analystes de l'époque trouvaient Emerson et Emery plus prometteuses que les deux autres. Graham ne cherche pas à faire de prédictions sur les performances de ses actions, mais dit qu'Eltra et Emhart réunissent tous les éléments nécessaires pour leur offrir une place dans le portefeuille d'un investisseur défensif, c'est-à-dire une taille adéquate, une bonne santé financière, des versements de dividendes ininterrompus depuis les 20 dernières années, pas de pertes durant les 10 dernières années, croissance du bénéfice supérieure à 33% pendant la dernière décennie, prix de l'action inférieur à 1,5 fois le prix de leurs actifs nets de dette, prix inférieur à 15 fois leur bénéfice moyen durant les 3 dernières années. Leçon numéro 13. La sélection d'actions pour l'investisseur défensif. L'investisseur défensif a 2 possibilités, soit acheter toutes les actions d'un indice comme le GIA, ou sélectionner lui-même ses actions en ne prenant que celles qui réunissent tous les éléments nécessaires. Il généralise quelques points. Le bénéfice doit être à peu près stable et le prix payé pour acquérir les bénéfices et les actifs nets de dette doit être modéré. En appliquant ces critères à l'ensemble des actions du GIA, Graham trouve seulement 5 actions qui y répondent. Il faut en retenir que seule une minorité d'actions sur le marché restera après application de ces filtres. Graham préconise une approche très quantitative pour faire mieux que tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que la notoriété et la performance long terme du fonds Graham-Newman nous démontrent que c'est possible. Voici le type d'opérations dans lesquelles le fonds Graham-Newman a été engagé pendant son existence de 1926 à 1956. Les arbitrages consistant à simultanément acheter un instrument et vendre un ou plusieurs instruments contre lesquels le premier instrument sera échangé à cause d'une réorganisation, d'une fusion ou autres événements similaires. Les liquidations. Il s'agit d'acheter des actions d'entreprises en train de liquider et dont les actionnaires recevront davantage que le prix payé en cash à l'issue de la liquidation. Ces 2 types d'opérations doivent avoir les caractéristiques suivantes. Type numéro 1. Un retour sur investissement calculable supérieur ou égal à 20% par an. Type numéro 2. Une probabilité de bon déroulement estimée supérieure à 80%. Voici une citation de Benjamin Graham. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Du hedging corrélé, consistant à acheter des instruments convertibles et vendre simultanément, a découvert l'action dans laquelle ces derniers peuvent être convertis. Les convertibles s'échangeaient à des prix proches du pair, pour permettre de réduire la perte maximale si jamais le convertible devait effectivement être converti à la fin de l'opération. En revanche, un profit serait effectivement généré si l'action chutait plus fortement que le convertible. L'achat d'actions de type net-net, c'est-à-dire celles d'entreprises qui s'échangeaient en dessous de leur valeur d'actifs courants retranchés de toutes les dettes. Graham ne comptait pas les actifs non courants, tels que les usines, l'immobilier, etc. Graham et Newman les achetaient de manière extrêmement diversifiée, ils en avaient plus de 100 dans le portefeuille de leurs fonds. Graham et Newman ont, au cours du temps, abandonné les opérations d'achat d'entreprises en apparence attractives mais qui ne se vendaient pas en dessous de leur valeur d'actifs nets, faute de résultats satisfaisants.
Graham hésite à prescrire sa sauce à l'investisseur profane, car ses opérations demandent du métier. En revanche, il suggère à l'investisseur entreprenant d'essayer de sélectionner des actions en se fondant sur les critères qui suivent. Une condition financière acceptable, c'est-à-dire une valeur des actifs courants au moins 50% supérieure aux dettes courantes, et une dette totale n'excédant pas 110% de la valeur des actifs courants pour les entreprises industrielles. Une stabilité des bénéfices, sans résultat négatif au cours des 5 dernières années. Paiement d'un dividende. Croissance des bénéfices satisfaisante. Le dernier bénéfice doit être supérieur à celui d'il y a 5 à 6 ans. Prix inférieur à 120% de la valeur des actifs nets tangibles. Existe-t-il un critère unique qui permettrait de faire une bonne sélection d'actions? Il semble bien que oui. L'expérience de Graham lui a montré que l'achat d'actions de grandes entreprises à faible PE ou l'achat d'un groupe diversifié de net permettent d'avoir des résultats très satisfaisants sur de longues périodes de temps. Leçon numéro 15. Les convertibles et les warrants. Il est commun de penser que les convertibles sont avantageux à la fois pour l'investisseur et l'entreprise émettrice. L'investisseur reçoit non seulement une protection supplémentaire de type obligataire, mais peut aussi participer à la montée du prix de l'action. Elles permettent à l'émetteur d'emprunter à des taux plus bas et donc refinancer sa dette à moindre coût en l'échangeant contre des actions. C'est trop beau pour être vrai. L'investisseur doit souvent sacrifier un élément important, qui est soit du rendement, soit de la qualité, soit les deux à la fois. De plus, la compagnie dilue les actionnaires existants, ce qui a pour effet de les aliéner d'une partie de leurs biens. C'est donc là que gît le lièvre. La conclusion sur les convertibles est qu'ils sont comme tous les instruments. Leur nature ne leur garantit ni attractivité, ni répugnance. L'expérience de Graham lui a montré que les convertibles émis durant les marchés haussiers sont souvent peu attractifs. Ils doivent être analysés au cas par cas. Il peut être intelligent d'échanger une action contre un convertible si l'action paie beaucoup moins de dividendes que le convertible et que le surcoût à payer pour convertir est minime par rapport à la différence dans le dividende. Graham continue cette leçon en abordant le cas des warrants. Il est opposé au développement massif des stocks options qu'il considère comme une menace. À l'origine, ces instruments étaient adjoints à des obligations pour jouer le rôle d'un droit de conversion en actions à un prix donné. Ils étaient peu nombreux par rapport au nombre d'actions en circulation et ne présentaient aucun danger. Maintenant qu'ils prolifèrent, ils peuvent massivement diluer les actionnaires. Une action a par défaut une valeur plus basse s'il y a des warrants qui traînent à côté que s'il n'y en avait aucun. Plus ces warrants sont nombreux, plus sa valeur est basse. Graham ajoute que le crime des warrants est simplement celui d'être né. Il s'étudie par ailleurs comme tous les autres instruments sur le marché. On peut estimer leur valeur intrinsèque et faire des profits comme avec tout autre instrument. Leçon numéro 16. Cas extrêmement instructif. Graham nous raconte l'histoire de 4 cas extrêmes à Wall Street. Le premier est l'histoire de Penn Central, la plus grande compagnie ferroviaire des USA, dont la banqueroute en 1970 a ébranlé toute la communauté financière. Le cours de l'action a sombré de 86,05 $ en 1968 à 5,05 $ en 1970. Pourtant, un investisseur intelligent n'aurait jamais acheté d'actions ou d'obligations de cette entreprise pour plusieurs raisons. En 1967, les dépenses liées au paiement d'intérêts n'étaient couvertes que de 1,91 fois par les bénéfices et de 1,98 fois en 1968. La couverture minimum prescrite par Graham pour l'investissement obligataire serait nettement supérieure dans les compagnies ferroviaires, 2,65 fois. La compagnie annonçait des bénéfices mais ne payait pas d'impôts depuis plusieurs années. On pouvait échanger les obligations de Penn contre des obligations de bien meilleure qualité dans le même secteur d'activité, qui se vendaient moins cher en 1968. Penn avait communiqué un bénéfice de 3,08 $ par action en 1968. Le prix de 86,05 $ correspond à 24 fois les bénéfices annoncés. Mais bon, n'importe quel analyste normalement constitué se serait déjà demandé pourquoi il ne payait pas d'impôts et aurait questionné la validité des chiffres communiqués par l'entreprise. En 1966, la compagnie a réalisé une fusion-acquisition et a annoncé un bénéfice de 6,08 $ par action,
avant une charge exceptionnelle de $12 par action qui serait prise en compte en 1971. Voici un bénéfice très douteux. Les performances opérationnelles de Penn étaient mauvaises par rapport à la concurrence. Et d'autres transactions louches. Le second exemple édifiant est celui de Linkem Kovu, LTV. C'est l'histoire d'un jeune génie qui débute en 1958. La compagnie génère alors un chiffre d'affaires de 7 millions et, en 1960, ce chiffre est multiplié par 20 à coût d'acquisition de toutes sortes. En 1967, le chiffre d'affaires est encore multiplié par 20. Entre-temps, la dette de l'entreprise a explosé de 44 millions à 1,653 milliards. En 1969, la compagnie refait une acquisition et la dette s'envole à 1,865 milliards. Et là, LTV annonce une perte énorme et le cours de l'action est divisé par 7. Un an plus tard, les pertes continuent et le cours est encore divisé par 4. LTV n'a en fait jamais eu d'actifs tangibles et n'était qu'un tas de dettes. À se demander comment les banquiers ont pu prêter de l'argent à cette entreprise. Le troisième exemple est celui de NVF, qui a fait l'acquisition de Sharon Steel, une compagnie 7 fois plus grosse qu'elle. Le management de Sharon Steel a bien tenté de résister, mais en vain. NVF a pris une dette colossale pour faire cette acquisition. Le bilan après acquisition avait un air assez bizarre. Une dépense différée de dette était présente dans la partie actif, depuis quand une dette rapporte de l'argent aux actionnaires. Le management de NVF a inventé de nouvelles lignes comptables pour gonfler les profits, etc. En bref, NVF avait imaginé un tas de magouilles financières pour détruire les biens de ses actionnaires. Le dernier exemple est celui d'AA Entreprises. Un autre jeune génie, M. Williams, a décidé de vendre des mobile homes. En 1965, il a ouvert son entreprise et réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions. Il a réalisé un bénéfice de 61 000 $ avant impôt. En 1968, il a décidé d'en faire une franchise pour vendre à d'autres personnes le droit de vendre des mobile homes avec son nom. Investir, ce n'est pas battre les autres à leur jeu. Il s'agit de se contrôler à son propre jeu. Citation de Benjamin Graham. Il a ensuite eu l'idée géniale d'utiliser ces mobile homes comme bureau de préparation de taxes et a créé une filiale appelée Monsieur Tax of America. Il a également franchisé ce concept. Avant d'introduire AA en bourse, il a multiplié le nombre de ses actions pour qu'il y en ait 2 710 000. Il a ensuite trouvé une grande maison prête à le faire. En mars 1969, ils ont vendu 500 000 actions à $13 pièce, dont 300 000 ont été vendues au nom de M. Williams et 200 000 au nom de la compagnie. AAA a gagné 2 400 000 $ dans l'affaire. Le prix de l'action a promptement doublé et la compagnie était évaluée à 84 millions, contre une valeur comptable de 4,2 millions à tout casser, et un bénéfice maximal de 690 000. Cette action se vendait donc à un modeste multiple de 115 fois ses profits. Quelle bonne affaire pour notre jeune génie. Avec cet excès de capital, AAA a ouvert en 1969 une chaîne de vente de parquets et a acquis un constructeur de mobile homes. Les mois suivants, la compagnie a réalisé une perte de 4 365 000 $, soit plus que tous leurs bénéfices cumulés et les 2 400 000 gagnés dans l'affaire. Après cela, la valeur comptable n'était plus que de 8 cents par action. Malgré cela, l'action s'échangeait encore à 8,5 $, valorisant la compagnie à 25 millions. On pourrait pourtant croire que les investisseurs viendraient à se demander comment on peut basculer aussi simplement et rapidement d'un bénéfice de 690 000 à une perte de plus de 4 millions. Mais pas du tout. En 1970, AAA annonce une perte d'1 million, et M. Williams arrive à ne pas faire banqueroute en négociant un prêt de 2,5 millions. En janvier 1971, c'est la banqueroute. L'action s'échangeait encore à 50 cents fin janvier, ce qui valorisait tout de même cette entreprise qui n'avait que des dettes à 1,5 million. Les spéculateurs sont parfois vraiment incorrigibles. Leçon numéro 17. Les actionnaires et le management, la politique de versement des dividendes. Dans cette leçon, Graham s'insurge contre l'attitude moutonne des actionnaires qui n'interviennent plus du tout dans la gestion de leur entreprise.
On dirait que les actionnaires ont complètement oublié qu'ils sont les propriétaires des entreprises dont ils détiennent les actions et que le management est à leur service. Il invite les actionnaires à lire attentivement toute la matière qui leur est envoyée par leur entreprise et à contacter leurs confrères coactionnaires lorsqu'une situation semble douteuse. Concernant les dividendes, il peut paraître légitime de réinvestir les profits de l'entreprise dans son activité pour une plus forte croissance. Toutefois, il nous informe que cet argent est souvent dilapidé par le management. C'est pourquoi il invite les actionnaires à exiger un taux de paiement du bénéfice élevé sous forme de dividendes, par exemple 66%, ou une preuve que l'argent réinvesti apporte effectivement une croissance conséquente des bénéfices. Graham nous explique également la différence entre un dividende en actions et un split d'action. Un split d'action a pour seul but d'établir un prix plus bas pour l'action, pas de distribuer quoi que ce soit à qui que ce soit. Les actions supplémentaires avec lesquelles on se retrouve à l'issue du split ne correspondent à aucune distribution de capital. Un vrai dividende en actions correspond à la distribution d'un bénéfice réel récemment accumulé. Il correspond à un flux de capital allant du compte surplus de bénéfices au compte de capital. Le dividende en actions a un énorme avantage au niveau des impôts pour l'actionnaire. Leçon numéro 18. Un siècle d'histoire du marché. On peut distinguer principalement 3 phases. De 1900 à 1924, il y a eu une alternance de cycles haussiers et baissiers qui durait entre 3 et 5 ans. Le rendement annuel moyen était de 3% par an environ. Ensuite, il y a eu un marché haussier suivi de la Grande Dépression de 1929. Jusqu'en 1949, le marché a eu des fluctuations irrégulières, et sa performance moyenne a été de 1,5% par an. Autant dire qu'en 1949, le nombre de personnes enthousiastes à l'idée d'acheter des actions était considérablement réduit. Évidemment, par la suite, le marché fut fortement haussier jusqu'en 1969. Il y a bien eu 2 récessions importantes en 1956 à 57 et 1961 à 62, mais de courte durée et suivies d'une reprise fulgurante. La performance moyenne du DJA, Dow Jones Industrial Average, de 1949 à 1969 a été de 11% par an, sans compter les dividendes, qui étaient d'environ 3,5% par an. En 1969, tout le monde pensait que de tels résultats pouvaient continuer indéfiniment. C'est alors que le DJA s'est effondré de 37%. La performance de 49 à 71 s'est alors établie à 9% par an pour le SP500. Par ailleurs, si l'on regarde l'évolution des bénéfices des entreprises, ceux-ci sont à peu près constamment en hausse. Il n'y a que 2 décennies de baisse, 1891 à 1900 et 1931 à 1940, ce qui justifie la viabilité d'avoir une partie de ces investissements dans des actions à long terme de manière consistante. En d'autres termes, on pouvait acheter les actions de sociétés US en payant seulement 6,3 fois leurs bénéfices en 1949, alors qu'en 1969, il fallait payer 22,9 fois leurs bénéfices, soit environ 3,6 fois plus cher. Entre-temps, les taux des obligations sont montés de 2,6% en 1949 à 4,5% en 1961. Voilà qui démontre un vrai changement d'attitude envers les actions entre les 2 époques. On était clairement prêt à payer les bénéfices des entreprises du SP500 beaucoup plus cher en 1961 qu'en 1949. Le passage d'un extrême à l'autre doit éveiller la plus grande précaution chez l'investisseur, car cela peut indiquer que le marché action est surévalué. Leçon numéro 19. La marge de sécurité en tant que concept central de l'investissement. Pour avoir un complément d'information sur la notion de marge de sécurité, vous pouvez vous rendre ici. La marge de sécurité, un principe d'investissement. S'il devait faire tenir le secret de l'investissement intelligent en 3 mots, Graham choisirait marge de sécurité. La compagnie aurait largement pu supporter une émission d'obligations pour 43 millions en payant tous les intérêts nécessaires. Or 4,33% réinvestis dans l'activité des entreprises. Les gens qui investissent gagnent de l'argent pour eux-mêmes. Les gens qui spéculent font de l'argent pour leurs courtiers. Citation de Benjamin Graham. Lorsque l'on a des obligations d'État qui paient 5 à 7,5% sans risque, l'excès de capacité bénéficiaire semble alors trop faible pour assurer une marge de sécurité adéquate.
C'est pourquoi Graham considère qu'il y a des risques réels pour un portefeuille diversifié d'actions en 1972. Bien sûr, ces risques peuvent être compensés par les possibilités d'augmentation des profits, et il se peut également que l'investisseur n'ait pas d'autre choix que de les prendre. Mais le risque d'acheter trop cher des actions d'entreprises de bonne qualité, même s'il est réel, n'est pas la source principale de l'échec d'un investisseur. Les pertes principales pour un investisseur proviennent plutôt de l'achat d'actions de faible qualité dans des conditions d'activité favorables. Les acheteurs voient les bénéfices actuels comme la capacité bénéficiaire réelle de l'entreprise. Or, ce n'est absolument pas le cas. Ces bénéfices sont simplement exceptionnellement hauts à ce moment-là. C'est pourquoi il est particulièrement important que la couverture des intérêts à payer et des dividendes soit testée sur un grand nombre d'années. Investir dans les actions d'une entreprise en croissance avec une marge de sécurité est également possible. Il faut par contre projeter la croissance avec des hypothèses extrêmement conservatrices. Le danger d'un investissement dans une entreprise en croissance réside précisément ici. Wall Street a tendance à projeter une croissance phénoménale sur une très longue période de temps, et cette croissance ne peut pas être soutenue. Lorsque la croissance ralentit, l'investisseur qui a payé trop cher se retrouve avec rien. Le concept de marge de sécurité est évident pour les net-net, qui se négocient avec une décote sur la valeur de leur actif courant. Lorsqu'on arrive à en avoir un portefeuille diversifié de telles situations, où l'on ne sait pas dire si le futur sera bon ou mauvais par un raisonnement logique, la marge de sécurité du portefeuille est élevée. En revanche, on évitera un net-net pour lequel on arrive à démontrer une forte probabilité de banqueroute, quel que soit son prix. D'expérience, même un faible déclin de la capacité bénéficiaire de telles sociétés ne les empêche pas d'avoir une belle performance boursière. Le concept de diversification est fortement corrélé à celui de marge de sécurité. Même si la marge de sécurité est présente dans un investissement donné, il se peut que les choses tournent mal, parce que la marge de sécurité garantit une meilleure probabilité de profit que de perte, mais n'assure en rien qu'une perte est impossible. La diversification joue le rôle d'assurance et réduit encore plus les probabilités de perte. Tout investisseur conservateur diversifie, et Graham y voit un début d'acceptation du principe de marge de sécurité. La marge de sécurité est en fait la principale différence entre les investisseurs et les spéculateurs. Graham recommande une fois encore les investissements conventionnels en obligations US et en actions de grande qualité aux investisseurs défensifs. L'investisseur entreprenant pourra s'essayer à tout l'univers des possibles, même dans les instruments de faible qualité, mais il devra toujours s'attacher à acheter à un prix très bas. Parfois, un prix très bas permet de couvrir la faible qualité et de tirer un excellent profit de la situation. Graham conclut que le processus d'investissement est le plus intelligent lorsqu'il est le plus proche possible de l'attitude d'un businessman. Il ne faut pas oublier que les instruments correspondent à une réalité, que les actions ne sont rien d'autre que des titres de propriété. Il faut donc se conduire en tant que propriétaire responsable. Un investisseur doit savoir ce qu'il fait et maîtriser son domaine. Ne doit pas laisser quelqu'un d'autre investir en bourse à sa place, sauf s'il peut superviser sa performance correctement, et a de très bonnes raisons de placer sa confiance dans l'intégrité de cette personne et dans sa capacité à bien faire son travail. Doit se baser uniquement sur ses calculs, pas sur son optimisme. Avoir le courage de mettre en œuvre son savoir-faire et son expérience. Pour l'investisseur défensif, il n'est heureusement pas nécessaire de mettre en œuvre toutes ses qualités, à condition qu'il sache limiter ses ambitions à ses capacités et déroule son plan d'investissement défensif. Obtenir des résultats satisfaisants est plus simple que la plupart ne croient. En revanche, obtenir des résultats de qualité supérieure est plus difficile que cela n'en a l'air. Conclusion. Les conseils de Benjamin Graham offrent une approche rationnelle et méthodique de l'investissement. En mettant l'accent sur la sécurité, la valeur intrinsèque et la discipline. Il fournit aux gens les outils nécessaires pour naviguer avec succès sur les marchés financiers. Connaître ces leçons est indispensable pour quiconque cherche à devenir un investisseur avisé et prospère. C'est la fin de cette vidéo. Merci de rester jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, commentez « Sagesse et richesse ». À très bientôt pour des prochaines vidéos.